Développer, le podcast qui poursuit les idées arrêtées. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, docteur en philosophie politique. Et oui, et j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Liogier pour cet ouvrage qui s'appelle Success, qui vient de paraître au Lien qui libère, qui est le deuxième d'une tétralogie. Premier tome, Chaos. Ouais. Mais c'est lisible en tant que tel, c'est totalement autonome néanmoins. C'est ce qu'on va voir. Tu es sociologue. Et philosophe. Et philosophe. Alors, dans quel sens? Sociologue puis philosophe ou philosophe et sociologue? J'ai commencé comme sociologue et philosophe parce que j'avais fait pas mal de terrain et maintenant je suis plus philosophe que sociologue. Qui se sent dans l'ouvrage aussi, puisqu'il y a vraiment une volonté presque systémique, au-delà de l'objet qui est la question du mensonge et du succès, c'est vraiment de comprendre le cadre dans lequel nous inscrivons, nous autres contemporains, et on va revenir aussi là-dessus, puisque tu t'intéresses beaucoup aux contemporains, tu t'intéresses en amont à la modernité, aux contemporains, aux mutations des identités, donc toutes les transformations sociales qui nous affectent, aux imaginaires aussi. Bien sûr, parce que de toute façon, l'imaginaire est indissociable de la construction identitaire. Par exemple, l'identité nationale, c'est un imaginaire. Notre identité, même lorsqu'on est enfant et qu'on désire être quelque chose qui serait être agent secret ou être homme politique ou être, je sais pas moi, un saint, même chrétien, je sais pas, un ascète, ce désir d'être, ce que j'appelle le désir d'être, qui est quand même spécifique à l'humain, c'est directement l'imaginaire. Et l'imaginaire est lié à quoi? À l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est la projection de soi-même hors de soi, comme une sorte d'autre soi-même. Et c'est pour ça que l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il vit à partir de fantasmes. Et le premier de ces fantasmes, c'est justement d'exister comme un ego, d'exister comme un soi. On va revenir là-dessus parce qu'il y a cette question justement des imaginaires et des dégradations de l'imaginaire à travers des matériaux de fiction qui créent de la fausse valeur. On va y revenir. Mais pour finir de te présenter, tu es professeur des deux côtés de la Méditerranée. C'est vrai. Voilà, à l'université Mohamed VI, où tu es aussi titulaire, tu as été créateur de la chaire des transitions. Ouais. On travaille sur toutes les transitions du monde actuel, à la fois sociales et culturelles, et puis en même temps les transitions au sens impact technologique, sur impact technologique et transition écologique, etc. Et de ce côté-ci de la rive méditerranéenne, tu es à Sciences Po Aix. C'est vrai, aussi. Aussi. Alors, on en vient à l'ouvrage, Success. Je vais commencer par une question assez scolaire, c'est la question de la valeur. Comment se fabrique la valeur? Parce que tu fais une généalogie de la valeur dans ton bouquin. Ça serait intéressant de revenir là-dessus et voir quelle est la spécificité de la valeur contemporaine, comment il y a eu pas un changement d'échelle, mais un changement de nature. Comment il y a eu un changement? Parce que la valeur, il y a beaucoup de choses qui créent la valeur. Ça avait été montré par Adam Smith, par Marx, par pas mal de gens. C'est-à-dire que la valeur, elle est directement indexée sur le désir et sur l'intensité du désir. C'est pour ça qu'il y a un désir de survivre. Ça donne une valeur intrinsèque à des objets qui sont des objets de survie, quoi. L'eau, etc. Sauf que quand tout le monde a de l'eau, ce qui prend de la valeur, c'est ce qui relève plus de ce que j'appelle le luxe objectif. C'est-à-dire, c'est le confort, des choses qui relèvent plus de l'eau, mais je veux avec de la grenadine, je le veux comme ceci, je la veux comme cela. Le luxe objectif, c'est parce qu'on peut mesurer. Par exemple, que ça peut être bon pour ma santé, ça peut être mesurable objectivement. Et puis, le confort, c'est mesurable objectivement. Par exemple, ça me donne des temps de repos supérieurs si une machine fait quelque chose à ma place. Puis, il y a le désir d'être. Le désir d'être, c'est spécifiquement humain. Je l'évoquais au tout début. C'est lié à l'ego, c'est lié à ce que j'appelle, moi, le complexe humain. Je dis souvent qu'avant d'être l'animal le plus complexe au sens cérébral, c'est d'abord l'animal le plus complexé. Et c'est probablement même la raison pour laquelle il est devenu plus complexe dans un deuxième temps. Mais en tout cas, complexé parce que c'est l'histoire de la néothénie, la naissance précoce, le fait que l'humain est un animal qui est incomplet, qui est très fragile. Ouais, la vulnérabilité humaine. Exactement, et cette fragilité va devenir un avantage évolutif. C'est la seule espèce pour laquelle cette vulnérabilité va devenir un avantage évolutif. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à la valeur? Par rapport à la valeur, ça veut dire que ce qui va prendre le dessus chez l'humain, c'est ce qui est lié à ce complexe. Donc, c'est ce que j'appelle le luxe subjectif. C'est-à-dire le fait que je veux être moi, par exemple. Être soi, c'est un luxe. Être soi, le parader, vivre dans un décor, mettre en scène sa propre vie, lié à ce complexe, lié à l'idée que c'est comme s'il y avait quelque chose d'incomplet dans le monde. Et donc, ce complexe, il va permettre la prise de conscience
de l'aspect arbitraire de notre présence au monde. Et cette prise de conscience de l'aspect arbitraire de notre présence au monde, c'est l'origine de ce que j'appelle la transcendance brute, la transcendance à l'état brut. C'est-à-dire le désir de se compléter, le désir d'être plus grand que soi, etc. Et la valeur, dans les sociétés humaines, elle est aussi liée à ça. Par exemple, la valeur de l'art, c'est essayer d'être plus grand que soi. C'est pour ça que l'art, dans des sociétés où les 2 premières strates de désir vont être facilement accomplis, c'est l'art qui va prendre une valeur incommensurable. On va pouvoir avoir des tableaux qui coûtent des millions. Donc la valeur, elle se construit comme ça. Mais in fine, il y a une forme de valeur typiquement humaine qui est liée justement au désir d'être, qui est liée à la transcendance, que j'appelle la qualité. Et la qualité, c'est intéressant de la resituer dans ce qu'elle est basiquement. La qualité, c'est ce qui n'est pas quantifiable. Or, dans un monde où il n'y a plus d'adhérence à la transcendance, on a le sentiment qu'on va tout saisir et que on fait comme si le monde était complet alors qu'on voit bien qu'il est incomplet, on essaye tout de sécuriser, etc. On est face à une situation où on refoule le sens même de la transcendance, parce qu'il engendre une angoisse en même temps, ce sens de la transcendance, l'idée que tout n'est pas complet, tout n'est pas sécurisé, etc. Et ce refoulement, il nous fait nier l'existence de ce qui transcende les quantités, parce que les quantités, c'est ce qu'on peut saisir, puisque c'est ce qu'on peut mesurer. Mais en même temps, la vie humaine, sans qu'il y ait quelque chose qui n'est pas mesurable, c'est ça qui est paradoxal, est quand même impossible. D'où la situation actuelle de notre époque, où on est obligé de faire comme s'il existait des qualités, des choses qui sont transcendantes. On va parler de liberté, on va parler du soin. Souvent, on emploie le mot anglais, le care. On va parler de justice sociale. On va parler de toute une série de choses, d'égalité homme-femme, toute une série de choses qui sont des choses merveilleuses. Et je comprends qu'on y aspire, mais qui, en fait, si on les analyse à la base, sont des valeurs transcendantes. Puisque je prends le mot de liberté, parce que c'est le plus caricatural. Liberté, ça veut dire non déterminé. Donc non déterminé, ça veut dire non mécanique. Donc non matériel, puisque tout ce qui est matériel est déterminé mécanique. Mais dans un monde où on affirme préalablement que finalement tout est quand même saisissable, mécanique et programmé, etc. C'est une situation étrange où on est obligé de proclamer que la liberté existe, parce que sinon ça ne serait pas vivable. Mais en même temps, on ne peut pas y croire, puisque préalablement, on est persuadé que tout est mécanique. C'est ce qui engendre une situation que j'appelle schizoïde, et qui fait que même notre humanisme, même notre morale est devenu schizoïde. C'est ça, ce mensonge nouveau. C'est un mensonge nouveau qui n'existait pas avant. C'est une nouvelle manière de mentir. Et cette liberté, on va l'orienter vers la liberté de consommation de soi, dans cette espèce d'énorme sphère et arène du paraître. La qualité, en fait, a totalement disparu. Mais comme elle a totalement disparu, mais qu'on a besoin de qualité, on a besoin de produire des fausses qualités pour faire comme s'il y avait des qualités, avec des quantités. Mais on ne peut pas le faire avec n'importe quelle quantité. Il ne faut pas que ça se voit. Alors, qu'est-ce que c'est la technique pour que ça ne se voit pas? Et c'est là, je crois, une de mes découvertes. Moi, en tout cas, d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'en fait, pour pas que ça se voit, il faut que ce soit impressionnant. C'est-à-dire que quand c'est il faut que ça dépasse un seuil d'impression. C'est comme, j'emploie des termes, comme le terme d'éblouissement. Le trop de lumière fait qu'on ne peut pas voir la lumière, justement. Pour donner un exemple très concret, comme ça on comprendra exactement de quoi on parle. Si on pense bien sûr aux influenceurs. Quand ils sont présentés sur les plateaux ou par leurs collègues, on parle toujours du nombre de personnes qui les suivent, du nombre de vues générées par une vidéo. Et quand la quantité devient vraiment astronomique, il a 1 million de followers, la vidéo a été vue 50 millions de fois. Il y a un effet waouh, il y a un effet de sidération, il y a un choc. Ça. Il y a un effet de sidération, il y a un choc. C'est ce que j'appelle un effet de masse dans le livre. Et cet effet de masse, j'aime bien l'idée d'effet de masse parce qu'il faut que ce soit massif, massivement impressionnant. Et c'est comme si on se prenait un coup de masse sur la tête. Et donc, qu'est-ce que ça fait, un coup de masse sur la tête? Ça produit une sorte de traumatisme.
Et donc, le coup de masse sur la tête vous fait oublier que si vous avez mal à la tête ou si vous éprouvez ce que vous éprouvez, vous voyez des 36 étoiles, c'est à cause de la masse. Ou c'est un peu comme l'effet d'un traumatisme qu'on aurait eu à un moment donné. On parle de traumatisme dans l'enfance. Le traumatisme est tellement violent, c'est tellement quelque chose qui est sidérant, comme tu dis, il y a une sidération, que tu ne sais plus d'où ça vient. Un influenceur va faire 1 million de vues. On va pas se préoccuper de savoir pourquoi il a fait 1 million de vues sur le fond. C'est-à-dire, ça peut être même, je sais pas, une erreur. Il se casse la figure, il se filme en train de se casser la figure. C'est quelque chose d'un peu drôle, je sais pas, qui est incongru. Et cette incongruité va être vue 1 million de fois. Et alors, la personne qui s'est cassé la figure, ça donne pas une compétence particulière. Peut-être qu'il est compétent, mais c'est pas ça qui lui donne une compétence. D'un seul coup, va devenir légitime à parler de bioéthique, d'euthanasie, de fin de vie, de démocratie, de bonheur, de tout ce qu'on veut. Parce qu'il a été qualitatisé. On s'organise pour être dupe des qualités, de la qualité de ce monde. Pour être dupe. Ce qui fait que le marché ne devient pas un marché où on échange des quantités. C'est un marché de dupes où on fabrique de la fausse qualité, ce qui n'est pas pareil. Ah, bien sûr. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que dans notre monde, tout fonctionne comme ça, par des mécanismes chaque fois un peu différents. Alors après, il y a un chapitre qui s'appelle « Extension ». De la qualitatisation, où je montre que ça fonctionne comme ça, même dans la science. Ouais, pour la recherche. Même au CNRS. Pourtant, le CNRS résiste, mais même dans la recherche. Qui sait? Peu de gens savent que le H-index, c'est une marque déposée. Ça, c'est fou, je l'ai appris, je ne le savais pas. Moi, au moment où j'ai fait mes recherches, je ne savais pas non plus. C'est une marque déposée. Et donc, cette marque déposée, elle-même, elle possède aussi une revue qui classe les autres revues, qui les hiérarchise. Donc, c'est complètement un cercle vicieux. La science, elle est de plus en plus écrasée par ce type de H-index, etc. Et une grande partie du travail des chercheurs, c'est d'essayer d'échapper à ça. Et les meilleurs chercheurs sont ceux qui, en général, échappent à ça. Je donne l'exemple du sida, où l'isolation du virus, ça s'est fait par un chercheur qui serait considéré, en termes de H-index, qui est mauvais, qui est très bas et qui n'était pas du tout financé. Mais comme il était dans la sérendipité, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avec une forme de liberté réelle, il est arrivé à trouver des choses immédiatement récupérées par l'industrie, immédiatement réindustrialisées pour faire comme si ça venait des États-Unis. Alors que ça venait pas de Princeton, ça venait pas de Harvard, ça venait pas de Columbia. Moi, j'étais prof à Columbia, je suis pas contre. Mais ça venait pas de ces endroits-là. Ça venait pas des endroits où on vous dit que vous devez absolument chercher dans une direction, comme si vous aviez déjà trouvé ce que vous devez chercher, ce qui est complètement ridicule. Donc, la science continue à fonctionner, mais avec des gens qui essayent d'y échapper. Sauf qu'on peut de moins en moins y échapper. Le néolibéralisme, c'est une explosion de paperasse, de régulation tatillonne de tous les côtés, de formalisme, justement de démarche qualité avec des petites croix. Démarche qualité qui n'a rien à voir avec la qualité, puisque c'est une manière de se déresponsabiliser. Une fois qu'on a mis toutes les petites croix... Ouais, c'est une raison, tu parles de raison sans sujet. C'est ça, une raison sans sujet. Et donc, in fine, on n'y croit quand même pas. C'est ça qui est plus intéressant, je trouve. C'est-à-dire que, in fine, on n'y croit pas, mais on n'a rien d'autre à mettre à la place, donc on préfère faire comme si on y croyait. C'est-à-dire, c'est à un niveau... dingue. Alors, parce que tu sais que tout le système tient sur cette semblance et sur ce faire semblant. Exactement. Tout le système tient là-dessus. Mais ça commence par, je ne sais pas, un individu qui essaye de vous vendre une police d'assurance. Il arrive, il essaye de te vendre une police d'assurance. Il est très sympathique avec toi. C'est ce qu'on appelle être commercial. C'est bien, parce que de toute façon, il n'y a que ça. Donc, why not? Il a les dents blanches, il a un beau sourire, et il essaye de te convaincre, en sachant qu'il va pas te convaincre. C'est pas l'idée finalement, c'est de te convaincre sans te convaincre, que toute sa vie, il n'a pensé qu'à ça. Il n'a pensé qu'à te faire du bien. Il a pensé qu'à sécuriser l'avenir de ta famille, tes enfants. Presque, il a fait ce métier en pensant à toi, en fait, en réalité. Et c'est presque ça le narratif marketing aujourd'hui. Ouais, et le marketing est absolument dans toutes les sphères. C'est ce que tu disais Exactement. aussi tout à l'heure. Dans la recherche. Mais celui qui te fait ça, qui te dit ça, tu sais que c'est pas vrai. Tu le sais bien que c'est pas vrai. Et pourtant, tu es quand même content qu'ils te le disent. Tu n'as pas grand-chose d'autre à mettre à la place, et donc tu laisses faire. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse faire le système. Et je me suis dit,
il faut essayer de comprendre comment vraiment fonctionne ce système de l'assemblance est la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, parce qu'on ne croit plus à autre chose qu'à la matière. Mais en même temps, s'il n'y avait que la matière, la vie serait impossible. Donc on invente un monde auquel on ne croit pas, mais auquel on essaye d'adhérer plus ou moins en le justifiant. Tu le dis à un moment aussi, enfin moi j'appelle ça le cadre cognitif, mais le cadre cognitif du capitalisme moderne ou contemporain, c'est vraiment le nihilisme, mais un nihilisme non assumé, quoi. Et ça revient. Tu pars, toi, c'est pour bien comprendre, je trouve qu'il faut repartir de la modernité selon toi. Ce que c'est que la modernité, en disant, voilà, le projet destructeur, c'est pas le projet moderne. Reposons d'abord ce que c'est que la modernité. Voilà. Et ce qui nous amène à ce que tu appelles l'industrialisme. Moi, je suis pour qu'on se reconnecte au projet moderne réel. Mais le projet moderne, c'est pas moins de transcendance, c'est plus de transcendance. Ouais. Et justement, c'est tellement énorme que c'est trop étroit pour nous. Par exemple, je prends l'exemple de l'idée de liberté. La liberté, c'est la valeur transcendante à l'état brut. Quand je dis à l'état brut, c'est parce que la transcendance, c'est pas c'est pas statique, la transcendance. C'est pas une image du paradis particulière. C'est pas l'au-delà. Ça peut être l'au-delà, parce que ça donne une aspiration. C'est tout ce qui nous fait désirer être plus grand que notre situation matérielle. Toi, évidente. Tu le dis, s'il n'y a pas une visée, il n'y a pas d'être, quoi. Il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas, alors, je fais attention de ne pas employer directement ce mot visé, mais il y a de ça. C'est s'il n'y a pas une tension. Vers. Ouais, une tension. Et cette tension, c'est pour ça que j'appelle ça le désir d'être. Tout est une question de désir. Si tu commences à arriver en retard au rendez-vous que tu as avec ton épouse, bah c'est simplement parce qu'il y a la tension est moins forte. Et donc, tu penses que de l'extérieur, tu vas toujours trouver de très bonnes raisons extérieures, mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est dénoué, qui s'est distendu à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Bon. Et moi, je pense que la transcendance elle-même, c'est un niveau de désir d'union avec Dieu, mais d'union au sens érotique. Parce qu'il y a d'érotisme, pas au sens pornographique, justement. La pornographie, c'est ce qui nous reste lorsqu'il n'y a plus l'érotisme transcendant. Puisque l'amour, qui est fondé aussi sur l'érotisme, même sur la joie de s'unir au corps de l'autre, c'est l'idée que quelque part, en m'unissant au corps de l'autre, je deviens plus grand et je crée quelque chose de plus grand. C'est le principe du tantrisme, par exemple. Mais il y a des formes de tantrisme qui existent dans toutes les religiosités, dans toutes les mystiques. Même dans la mystique musulmane, Rumi, il y a une dimension tantrique, une dimension d'union à la divinité qui est fondamentalement érotique. C'est ça la transcendance. La transcendance, c'est une sorte d'énergie. Et cette énergie, si on l'enlève, ça crée une dépression, ce que j'appelle une dépression mythique. Alors, quand on n'arrive plus à se lever le matin en se disant pourquoi est-ce que je vais faire ça, ce que je vais faire, ça doit être grand, ça doit être un geste héroïque, ça doit être chevaleresque, ça doit être tout ce qu'on veut. Je pense que même ce qui bloque la transition écologique, c'est que c'est de plus en plus technique et de moins en moins érotique. Donc c'est pas désirable. Par contre, ça nous culpabilise. Et comme on est de grands enfants, plus ça nous culpabilise, plus on détourne. Et on trouve que c'est indésirable, et dans l'ombre, on devient des violeurs de l'ombre. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre avec l'affaire Epstein. On a créé une société du viol de l'ombre. Une société où nos vraies aspirations, on ne les assume pas. Et donc, on est dans un monde qui est devenu indésirable pour nous, où on crée des fausses qualités, on est en permanence dans cette espèce d'illusion, et dans l'ombre, on laisse aller totalement. Dans l'ombre, c'est l'ombre où c'est pornographique, par manque d'érotisme assumé, d'érotisme transcendant, de véritable érotisme transcendant assumé, on régresse à la pornographie non assumée. Mais t'as deux pôles. T'as la fatigue mythique dont tu viens de parler, qui va toucher chacun, par exemple dans le cadre professionnel, ce que tu parles de burn-out, même civilisationnel, quoi. La société est fatiguée, elle est usée. Et de l'autre côté, t'as toute cette énergie donc qui a plié sur elle-même et qui donne une forme soit d'apathie, soit de violence, qui a besoin d'être dirigée. Et là, on revient sur ton idée de... Ouais, mais pourquoi ça? Parce que la grande promesse de la modernité, c'était la promesse de la transcendance à l'état brut. Je reviens à la notion de brut, puisque c'est une analogie avec la notion d'énergie. Quand on parle de pétrole brut ou quand on parle de quelque chose qui est brut, quand c'est brut, ça peut pas être utilisé immédiatement pour le mettre dans les voitures. Ouais, faut le transformer. Voilà, il y a une nécessité de transformation. C'est pour ça que j'appelle les religions des usines à raffiner la transcendance brute.
avec des représentations particulières qui la rendent utilisable, parfois de façon un peu naïve, parfois de façon un peu moins naïve, parfois de façon plus directe. Et donc, plus on est proche de la révélation directe de l'incomplétude du monde, ce que j'appelle chaos, le vide de représentation, quelque chose qui dépasse toute notre capacité représentationnelle, plus on s'en approche à l'état brut, plus c'est difficile à supporter, comme ce que les mystiques appelleraient la lumière divine. Et en fait, on n'en est pas sorti de ça. Plus on réalise que notre vie est absurde, c'est pareil qu'une expérience mystique dans le monde actuel. Sauf que si on réalise que notre vie est absurde et qu'on se dit qu'il y a donc quelque chose de plus grand, eh ben, ça nous conduit vers quelque chose de positif. Mais si on réalise que c'est absurde et qu'on fait du mauvais Camus, comme notre société, c'est-à-dire c'est absurde, mais non, on rentre dans la négativité et la dépression et on ferme tout et on a envie de le nier, ce vide, pour en faire quelque chose qui nous sécurise mais qui n'arrive pas à nous sécuriser, ben, on a là, à ce moment-là, ce que va devenir le capitalisme, c'est-à-dire des procédures de refoulement de l'angoisse qui va surgir du fait même de notre vision de cette transcendance à l'état brut qui est, en fait, la déclaration de la modernité. Puisque la modernité, elle dit, vous êtes libre. Ouais, Wow. et c'est drôle parce que dans les discours de tout ce qu'on... On va pas accepter d'être libre. Les néolibéraux, ils n'acceptent pas la liberté. Et tous ceux de la Silicon Valley, tous les technophiles, les Peter Thiel et autres, ils sont dans une sorte de haine de l'avenir et de l'indétermination. Ils disent non, mais on va contrôler, Exactement. C'est un monde qui sera certain. C'est la différence que je fais entre projet et programme. Aujourd'hui, on fait passer les projets pour les programmes et inversement. On programme tout, mais quand on programme tout, c'est qu'on sait déjà la fin. Puisqu'un programme, c'est programmer. Ouais. Un projet, on ne sait pas. Un projet, c'est l'idée de grandeur. C'est-à-dire, je pousse, j'ai une aspiration, et cette aspiration, elle permet une transition vers un autre monde, vers autre chose. Et c'est ça qui est désirable. Le problème, c'est que si j'ai pas la foi dans cette transcendance, parce que j'ai pas suffisamment foi dans ma subjectivité, dans mon être et dans l'être du monde, eh bien, j'ai tendance à justement régresser à des formes de programmation, des formes de sécurisation, des formes de remplissage. C'est ce que j'appelle le remplissage général. Le capitalisme, avant tout, c'est banal de le dire, mais c'est au niveau ontologique, c'est une manière de remplir l'angoisse du vide, issue de cette promesse de liberté non assumée. Tu dis mettre en case et mettre en cage. Ça, c'est le projet capitaliste. Mettre en case et mettre en cage. Exactement, c'est ça. Et remplir. Sauf que plus je remplis, je crois que je remplis, mais comme je remplis un vide intérieur avec de la matière, en réalité, non seulement ça ne remplit rien, mais en plus ça creuse. C'est-à-dire, ça creuse le sentiment du vide et qui revient avec une forme d'anxiété paralysante. Et notre monde est littéralement paralysé. Il est paralysé écologiquement, il est paralysé par la collapsologie, par l'idée que l'avenir est un avenir qu'on se représente de plus en plus petit, de plus en plus étroit. Les gens font moins d'enfants à cause de ça. Donc c'est comme s'il y avait comme si l'avenir ne pouvait plus être du progrès, c'est-à-dire aller de l'avant, mais était un avenir qui nous faisait régresser de plus en plus, régresser de plus en plus. Alors que le temps, ne serait-ce que l'univers, est en expansion. Donc le temps devrait être un élargissement. Mais non, c'est régresser. Pourquoi ? Parce que c'est notre espace intérieur qui régresse depuis le 19e siècle. Ce qui explique que plus on va dans cette dynamique-là, plus on va faire appel à la technique. Donc on va rentrer dans un cycle de la technique pour la technique et par la technique. Et on monte à chaque fois un gradient. J'appelle aussi la puissance pour la puissance, qui est synonyme. C'est la même chose, voilà, c'est ça. Ouais, c'est synonyme. Et quand on arrive à l'intelligence artificielle générative, qu'on nous met à toutes les sauces aujourd'hui, tu dis voilà, on arrive à une forme de supraconscience et supra-subjectivité. Mais ce qui est très intéressant, tu dis, c'est elle n'a pas de point de vue. Or, nous, dans un monde d'interconnexion et d'interrelation humaine, on est des subjectivités qui se rencontrent. C'est ça. Et en disant qu'elle n'a pas de point de vue, quelle est l'autre entité qui est réputée ne pas avoir de point de vue parce qu'elle a une vue totale? C'est Dieu. Donc on revient dans cette transcendance. Donc il y a une divinisation de notre propre production qui semble nous avoir dépassés. Ce qui, au passage, je ne veux pas entrer dans le détail, ce qui, au passage, en dehors de révéler, d'amplifier notre complexe vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce que nous sommes, vis-à-vis même de nos propres productions techniques, à quelque chose d'absurde, puisque déjà, l'intelligence artificielle, c'est des corrélations de données. Ouais. Ces corrélations de données, elles arrivent à des
à des résultats, et des résultats qui sont efficaces, mais qui n'ont pas de vision, c'est-à-dire qui n'ont pas de théoria, qui n'ont pas de théorie. D'ailleurs, un des vrais risques de l'intelligence artificielle actuelle, pour moi, c'est pas du tout le Terminator, c'est pas du tout le remplacement de l'homme par la machine, etc. Pour moi, ça, ce sont des fantasmes de gens qui savent pas comment fonctionne l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est ce que considère Yann Lequin, qui est revenu en France récemment, considère que c'est un fantasme total. Moi, je l'avais rencontré à New York à plusieurs reprises, on en avait discuté, j'étais tout à fait d'accord avec sa vision, sa vision des choses. En revanche, il y a un risque dans l'intelligence artificielle, mais qui est en général pas très bien perçu. C'est le fait qu'il risque d'y avoir, et ça commence, une zombification, ce que j'appelle la zombification de la science, c'est-à-dire une science aveugle. Pourquoi ? Parce que plus on a des corrélations efficaces, des corrélations de données efficaces, plus on fait confiance à ces corrélations de données pour diriger notre action, avant même d'avoir une théorie, c'est-à-dire d'avoir une vision pour essayer de comprendre pourquoi c'est efficace. Je donne un exemple. Un exemple, il est très simple en médecine. Je regarde toutes les données qui te concernent. Imaginons, tu vois, par exemple, ton résus sanguin, la couleur de ta peau, des choses, même la longueur de ta barbe, on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est des données hétérogènes. On ne connaît pas le lien entre eux. Mais elles sont là, donc je les prends. Ah, ça, je prends. Il porte des lunettes. Tiens, ok. Il s'est rasé, donc il s'est rasé, etc. Il perd ses cheveux, du coup. Il perd ses cheveux, peut-être. Il a la couleur de ses yeux. Il habite à quel endroit. Il a quel âge. Enfin, je mets n'importe quelle donnée. Toutes les données possibles. Et ensuite, ces données, je les corrèle avec de cas de gens qui sont plus ou moins proches de ce que tu es, de ce que tu as été, de ton parcours, de ton âge, et puis après ceux qui, au contraire, ressemblent à peu près, ont à peu près correspondent aux mêmes données, au même profilage, mais sont plus âgés que toi, etc. Et à la fin, je vais avoir statistiquement une information selon laquelle tu as 78,4% de chances d'avoir un cancer en stade 3 à l'âge de 62 ans. C'est vrai statistiquement, mais par contre, personne ne sait pourquoi, puisque ce sont des données hétérogènes. Il faudra avoir le temps de construire une théorie, comme on le fait en médecine classique, qui rende cohérentes ces données, c'est-à-dire qui les rende homogènes, qui crée une homogénéité théorique. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Voilà. Le truc, c'est que comme ça va très vite, et que tu n'as pas envie de mourir du cancer à 62 ans, ou même avant, tu vois, imaginons que c'est plus grave. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends des mesures. Épargne-moi. Et tu as raison de prendre ces mesures. Ouais. Tu as raison de prendre ces mesures. Seulement, le fait d'agir en fonction de ça, alors qu'on a raison, moi je le ferai aussi, je suis hypocondriaque, j'ai pas envie de mourir. Tout le monde te dit tout va bien, puisque tu vas être soigné. Voilà. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être pour la première fois dans l'histoire humaine... c'est ce que j'avais cité, cette phrase. Vas-y, termine. Pour la première fois dans l'histoire humaine, plus on est efficace, moins on sait pourquoi. Exactement. C'est ce que fait l'intelligence artificielle. Donc je ne remets pas en cause son efficacité, mais on sait de moins en moins pourquoi. C'est peut-être bien, mais on ne sait pas si c'est bien, in fine. Et c'est là où c'est vide de théorie. L'âme de la science, c'est des théories quand même. Là, c'est comme ce que disait Popper, il faut qu'une théorie, elle soit réfutable. Là, c'est même pas une théorie totalitaire, puisque tu peux même pas le réfuter, puisqu'il n'y a même pas de théorie. C'est une forme de totalitarisme infra, qui est en dessous. Ouais. C'est même pas un totalitarisme par le haut. Oui, tu peux pas le cibler. Il est totalement horizontal. Il est tentaculaire. Ouais. Il est tentaculaire. Et en fait, ça ne concerne pas que l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, elle fonctionne en profilant. Mais nous-mêmes, dans notre société, c'est ça que j'appelle le néolibéralisme dépassé. Nous sommes dans une société corrélationniste au sens où nous sommes devenus des corrélations de données. Non plus des portraits, mais des profils. Des profils. C'est-à-dire qu'un profil, c'est qu'un côté, mais ce profil, nous-mêmes, nous allons nous profiler. Notre fil d'actualité va nous profiler, va profiler les données, va faire un tunnel d'informations. Il va nous enfermer dans un certain type d'informations. C'est-à-dire qu'en enlevant toute randomité, tout hasard qui nous permettrait d'être plus grand, de désirer. Non, on va être enfermé et nous-mêmes, on va être manipulés et exploités. Mais en même temps, c'est le meilleur contrôle, on va exploiter les autres, avec l'espoir d'exploiter les autres. On va être des exploiteurs, exploités, exploitants, à l'intérieur du système, grâce à cette espèce de profilage général. C'est un truc, c'est complètement fou.
Et par ailleurs, le profilage, c'est le stade ultime du mensonge et de la mise en situation d'apparence. Puisque le profilage, c'est un profil, comme son nom l'indique, c'est seulement ça. Et ça, on se reboucle. Elle est là, voilà, exactement. Parce qu'on a besoin de fabriquer du sens. Donc, comme tu le dis, il n'y a plus le cadre, il n'y a plus la théorie, il n'y a plus l'idéologie, quelque chose qui donne une direction, une vision. On va fabriquer du sens éparse, on va mobiliser des concepts qu'on va mettre un peu partout et on est dans une société de production de mensonges généralisés. Généralisé, puisqu'il y a les mensonges, ils sont multiples. Il y a des mensonges. Il y a le mensonge pieux qui est plus sympathique, justement, puisqu'on parlait de médecine, du médecin qui ment un peu à son patient parce qu'il a le sentiment qu'il le déprimerait. Ouais. Donc, c'est le mensonge pieux. Puis, le mensonge de celui qui est un peu complexé, il veut dire qu'il est plus que ce qu'il est, donc il ment sur... Il y a le mensonge de ces gens qui ont tout le temps des amis les plus célèbres de la planète. Je sais pas si tu as remarqué, ils ont rencontré un tel, je connais un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel. Il y a le mensonge plus scabreux, ça, c'est le mensonge de la 4e promenade des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. C'est le mensonge de celui qui ment parce que c'est son intérêt. Et il est très stratège. C'est le mensonge vraiment tactique. Pour lui, il est égoïste. Quand je mens, je dis non, j'ai pas ça parce que je veux pas qu'on sache que j'ai ça. Bon. Puis il y a le mensonge. Alors on voit bien la différence. Il y a le mensonge démonstratif, celui qui veut faire le malin. Puis il y a le mensonge qui est au contraire de celui qui veut pas faire le malin parce qu'il veut cacher ses ressources, quoi. Puis il y a le mensonge aussi machiavélique, qui est en fait machiavélien, on devrait plutôt dire. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de principes, mais le monde est tellement pourri qu'il faut que je trempe un peu dans cette pourriture pour aboutir à Donc je mens pour aboutir à un objectif supérieur. Il y a le mensonge de la censure, qui est déjà prôné par Platon dans La République, et qui dit que si Homère dit des choses qui sont parfois un peu trop violentes, même si on imagine qu'elles peuvent avoir été vraies, il vaut mieux ne pas les dire, quoi. Bon. Mais là, nous, on a inventé cette nouvelle forme de mensonge qui est plus une dissonance, qui est plus une manière de cacher quoi que ce soit, puisque tout le monde sait que tout le monde ment, donc on ne cache rien. Dans un sens, on le sait. C'est le mensonge comme exigence morale d'un monde qui n'a plus de morale, bien sûr. Donc qui est schizo. Sa morale, elle est schizoïde. C'est une morale qui est physique, comme on dit au moral et au physique, mais c'est une morale qui n'existe pas vraiment. Mais donc, on est dans cette situation d'une sorte où on est contraint de proclamer les principes plus fortement que jadis, puisque c'est plus que la proclamation qui stabilise les principes. Ouais. D'où aujourd'hui, si on écoutait de l'extérieur comme ça, on aurait le sentiment que que notre société, contrairement à une société au Moyen-Âge même, notre société, elle est plus dans l'idée de liberté, de soin, de respect de l'autre, que ce que pouvait être la société chrétienne au Moyen-Âge, même dans le discours. Elle exprime, elle exhibe encore plus les principes que précédemment. C'est-à-dire que c'est vraiment la liberté, le truc, et c'est parce que l'important, ça veut dire ce qu'on va reprocher à un individu. Et on voit, moi j'ai essayé de faire une analyse, y compris dans l'affaire Weinstein et Epstein, les deux. Et tu fais un lien entre les deux. Les deux, c'est quand le rideau se fissure. Parce qu'il faut quand même voir que Weinstein... Dans le marché de dupes, on est pas mal aussi. Oui. Weinstein, c'était quelqu'un qui votait à gauche, qui finançait la campagne d'Obama et qui était en même temps, qui prônait l'égalité homme-femme dans le cinéma, etc., etc. Ouais. Il faut quand même revenir. Et ça, c'est pas anodin. Il faut en tenir compte. Uma Thurman, femme forte dans le cinéma. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a une dissonance entre sa revendication externe, qui est un mensonge. Lui, c'est même pas la question d'en être conscient ou pas. Il sait que c'est la seule manière de vivre, c'est de prôner ce mensonge, de prôner ça. Et une dissonance et son fantasme intime. C'est son désir intime, violent, pornographique, matérialiste, en quelque sorte. Et ça, pareil en ce qui concerne l'affaire Epstein, c'est exactement la même chose. Et c'est directement lié au succès dans les deux cas. C'est-à-dire, c'est l'idée que comme mon succès, au sens de mon bonheur réel ou de ma réussite dans les affaires, même dans les affaires, ou même en tant que pianiste ou je ne sais quoi, a perdu toute son importance par rapport à l'image du succès que les autres ont de mon succès, par rapport au succès. C'est ça la différence. Et le truc, c'est que à la fin de la fin,
je finis par sacrifier mon succès intérieur réel au profit du succès. Parce que j'y crois pas de toute façon à la possibilité même du bonheur. J'y crois pas à la possibilité de l'amour. J'y crois pas à la possibilité de la liberté. Donc comme j'y crois pas, la seule chose qui compte, c'est de maintenir coûte que coûte le décorum. Et on est tous liés pour maintenir ce décorum. Le premier qui flanche, c'est-à-dire le premier qui est vu, Weinstein et autres, qu'on lui reproche, finalement, c'est que ce soit visible. On voit bien que le principe, c'était pas vu, pas pris, et surtout, il faut énoncer les principes au maximum, et si jamais les principes fonctionnent moins, il faut que tu occupes encore plus d'espace mental, d'espace dans le décorum. C'est un truc incroyable. On dit, j'ai vu certaines personnes dans d'autres entretiens que j'ai faits, j'ai vu les gens qui commentaient, qui disaient, oui, mais ça a toujours été comme ça. Non. Que les humains soient narcissiques, ok, je le dis dès le départ, c'est lié au complexe humain ça construit l'identité humaine. Le narcissisme, je veux dire, c'est pas quelque chose de fondamentalement horrible. On se voit dans une glace, c'est pour ça qu'on s'habille, pas seulement pour avoir chaud, mais aussi parce qu'on se sent bien, c'est-à-dire parce qu'on est bien, c'est-à-dire parce qu'on a une apparence positive, etc. Donc, c'est pas horrible en tant que tel. Hein. C'est pas le narcissisme, là. C'est tout à fait autre chose. C'est la privation de ce qui constitue l'énergie la plus fondamentale qui nous permet d'être humain, c'est-à-dire d'être plus grand que soi, d'être héroïque, d'être de s'identifier à des figures qui sont plus grandes que la somme de leurs organes, et tout ça lié à cette idée d'un pari qui consiste à réaliser une certaine absurdité du monde, mais qui n'est pas vue en négatif, qui est vue comme la possibilité de la liberté, d'une ouverture au-delà de tout ce qui a l'air d'être fermé. Normalement, c'est ça ce qui nous fait être humains. C'est ça qui fait que les humains, avant de résoudre des problèmes, au-delà même de résoudre des problèmes, ils créent des problèmes qui ne se posent pas. Probléma en grec, ça veut dire obstacle. C'est-à-dire, ils veulent aller sur la Lune. Ce qui est l'inverse de la démarche de l'ingénieur politicien. Exactement. Pourquoi les humains vont sur la Lune ? Ça n'a aucun intérêt évolutif d'aller sur la Lune. Tu crées une distance qui est une distance totalement... Donc, tu crées un obstacle. Tu te crées à toi-même un obstacle. Tu investis des milliards. On peut être pour ou contre. La question n'est pas là. La question, c'est que c'est purement humain. Alors une machine ne pourrait pas le faire. Ouais, mais justement, j'avais discuté de ça avec un philosophe qui s'appelle Jérôme Leb, qui est un spécialiste de Nancy. Il m'avait dit un truc qui m'avait bien plu. Il dit, l'humain, il s'inscrit à l'intérieur de limites. C'est ce qui donne son existence, c'est d'être confronté à ses limites, à ces obstacles dans lesquels il va s'inscrire. Il se frotte aux limites. La machine, elle ne connaît pas la limite. Alors, moi, je dirais autre chose, si je peux me permettre. Bien sûr. Si je peux me permettre. On a pas discuté pour le coup. Là, c'est une discussion entre philosophes. Bon, je dirais que les humains, en fait, c'est pas qu'ils s'inscrivent dans des limites, c'est qu'ils peuvent pas s'empêcher de poser des limites pour les franchir. C'est ce qu'on appelle un jeu. Ouais. C'est ce qu'on appelle jouer. C'est-à-dire, j'invente le ping-pong, je crée un obstacle. Pourquoi est-ce que je vais mettre un filet ? Et je dis, voilà la règle, je vais gagner si ça passe par-dessus le filet. Aucune machine ne peut inventer ça, puisqu'une machine, elle optimise pour être efficace. C'est inefficace au possible, un jeu. Par contre, une fois que vous avez créé les règles, tu as créé les règles du ping-pong, la machine, elle va être meilleure que nous. Parce qu'elle va optimiser en fonction des règles qu'on lui aura données. Mais il n'y a aucune raison pour elle de créer un autre obstacle, puisqu'elle n'est faite que pour optimiser. Même si on disait, attends, cette idée que tu crées des problèmes, parce que tu as un problème à toi-même, etc., et tu crées des problèmes pour le plaisir de franchir, c'est ce qu'on appelle un challenge. C'est ce qu'on appelle le fait de mettre un petit drapeau sur l'Himalaya alors que ça n'a aucun sens. Qu'en plus, c'est mauvais pour les poumons, c'est tout ce que tu veux, etc. C'est l'ascétisme des religieux qui se sentent exister en faisant quelque chose qui est difficile parce que c'est difficile. Bon. Ça, une machine, tu fais comment pour l'optimiser dans une machine ? Même si tu lui mets un ego et tu lui dis tu vas optimiser le fait de prendre plaisir à une certaine forme de souffrance parce que ça te fait exister, outre le fait que c'est incompréhensible en termes de programme, de mettre ça, je suis persuadé qu'elle optimiserait quelque chose, la machine, à partir de ça, mais que ça pourrait pas être humain parce que l'humain, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il va prendre un risque inconsidéré par rapport à en termes de problème. Tu vois, et ça, c'est le truc fondamental. Donc, si tu enlèves ça aux humains, tout simplement, ils dépriment. Tu ne peux pas vivre en étant en permanence dans la dépression. Donc, tu fais semblant de ne pas être déprimé. C'est ce qu'on appelle le divertissement.
Notre société est une société du divertissement. Les gens qui regardent leur iPhone toutes les 30 secondes, ils sont dans le divertissement, ils sont en train en permanence de remplir cette espèce de sentiment du vide, et s'ils arrêtent une seconde, ils tombent. Ils tombent littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Epstein ? C'est un type qui avait tout. Il était obsédé par les gens qui avaient du succès. Les gens qui avaient du succès, eux-mêmes n'ont pas pu résister à la tentation autant qu'ils sont, par cercle concentrique. Certains juste avaient un petit rendez-vous, d'autres en allant un peu plus loin, et les autres jusqu'à la cruauté totale. Parce que c'est fini, on n'est plus humain. Il n'y a plus ce sentiment de la transcendance, parce que ce sentiment de la transcendance, quelque part, il fait aussi que je me pose des limites morales sans qu'elles aient à être imposées, sans qu'elles aient à être visibles. C'est le fameux « l'œil était dans la tombe et regardait Caïn » de Victor Hugo. C'est ça. Aujourd'hui, tout doit être visible. C'est ça. Et donc, comme aujourd'hui, tout est extériorisé dans la visibilité, on a engendré une zone d'ombre au sens littéral du terme, qui est une zone de viol et de violence. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent le plus dans la visibilité, y compris en sciences, y compris partout. Et les autres, ils sont littéralement relégués. Aujourd'hui, on ne veut pas la sincérité. On veut la revendication de la sincérité. J'ai un exemple à te donner, je pense qu'il va te plaire. Sam Altman, le patron de OpenAI et de ChatGPT, il y a eu un article dans une grande enquête dans Libération sur sa personnalité, comment il fonctionnait. Donc, il y a tout le trait de la personnalité qui est de quelqu'un qui recherche le pouvoir et la puissance. Ça, c'est clairement dit par des gens qui l'ont connu. Mais tout le monde s'interroge sur le fait qu'au départ, sa société était une société à but non lucratif. Et qu'il a récemment fait bifurquer sur est-ce que c'était un dessin, est-ce que dès le départ il avait ce projet-là. Et il l'a dit dans des articles de blog, il dit en fait, si tu veux arriver à amasser des capitaux et des milliards, il faut montrer que tu as un projet qui est transcendant. Il faut montrer que tu veux le bien de l'humanité. Il faut fabriquer de la fausse qualité. Et voilà, il a fabriqué la fausse qualité, ce qui a permis de mobiliser des ressources qu'il n'aurait pas obtenues autrement. Et une fois qu'il a obtenu son assise, ça il révèle la vraie nature de son projet. C'est d'un cynisme absolu. Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est ça l'alerte, ce que j'essaye de dire dans ce livre. C'est que le problème n'est pas qu'on ait des aspects négatifs, des aspects parfois des formes de violence, parce qu'elles existent chez chacun. Le problème n'est pas qu'il y ait même la quantification. Le problème, c'est de faire semblant. Le problème, c'est que la semblance est devenue une valeur en tant que telle, qui est défendue par tout le monde. Je veux dire, tout le monde sait que les politiques mentent. Les politiques savent que tout le monde sait qu'ils mentent. Mais alors, pourquoi on continue ? C'est d'ailleurs pour ça qu'on les méprise, qu'il y a une sorte de mépris de la classe politique, parce que il y a ceux qui osent faire de la politique, parce qu'en fait, ils n'ont pas froid aux yeux et ils s'en foutent que tout le monde sache qu'ils mentent, ils continuent quand même à mentir. Et il y a ceux qui ont une pudeur minimum, la masse des gens, qui mentent quand même dans leur vie, qui sont un peu troublés par leurs propres mensonges. Parfois, d'ailleurs, ils sont en burn-out à cause de ça, dans leur vie. Et donc, ils ont besoin de s'inventer une vie de touristes humanitaires en dehors de leur boulot pour pouvoir justifier quand même leur vie à côté de ça. Mais ils vont pas jusqu'à faire de la politique. D'ailleurs, ils se détachent. C'est cette catégorie de gens qui disent « moi, ça m'intéresse plus, la politique, etc. » parce que ils veulent avoir une vie remplie, c'est-à-dire une vie qui soit pas une vie factice. Mais en fait, c'est factice, puisqu'ils font partie du décor en fonctionnant comme ça. Alors, j'ai envie de te dire, peut-être en conclusion, comment on fait pour sortir de cette spirale infernale, quoi ? Comment on peut sortir de la semblance et du mensonge généralisé ? Déjà, il faut admettre la transcendance. La transcendance, je disais, la transcendance à l'état brut. C'est-à-dire qu'on n'est pas complet, que le monde n'est pas complet, et il faut essayer de cultiver cette vision positive, qui est spirituelle. J'ose le dire, même si le mot est un peu galvaudé. Et une vision spirituelle, elle se cultive par des exercices spirituels. C'est ce que faisaient les mystiques au Moyen-Âge, qui étaient les gens les plus libres qu'on puisse imaginer. La démocratie, c'était une expérience mystique à grande échelle. Mais sauf qu'on n'avait pas l'âme des mystiques. On n'a pas été suffisamment grand, donc on a eu peur, on a eu le vertige devant ce vide, devant la grandeur même de la liberté, devant la proposition immense qui nous était faite. Et donc on s'est rétracté en quelque sorte. Il faut se reconnecter avec cette ambition. Comment le faire ? On peut pas le faire par la marketisation de cette ambition justement. On peut le faire que sous le radar.
que sous les radars. Ça veut dire, quand je veux dire tout sous les radars, évidemment, il faut que ça soit diffusé. Mais il faut que ce soit diffusé par capillarité, par exemple dans des podcasts, par exemple dans des lieux, au niveau de la connaissance de la chose. Et ensuite, il faut faire des expériences communautaires, au sens noble du terme. Par exemple, je veux dire, des expériences d'économie circulaire, de développement durable, mais pas dans le baratin. Dans une vie ensemble, dans une communauté, qu'elle soit retour à la campagne ou en ville. Il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui. Le problème, c'est que dès qu'une de ces expériences devient célèbre, immédiatement, elle est récupérée à nouveau par le système industrialiste, par le mensonge, par la semblance. Mais regardons même l'expérience du retour à la nature des années 60-70, qui était une expérience spirituelle, chez des gens qui, en réalité, on l'oublie trop souvent, ont inventé le développement durable dans leur manière de vivre. Mais ils l'ont inventé d'une manière érotique. C'est-à-dire, ils l'ont inventé en assumant leurs désirs, en faisant quelque chose de positif, de jouissif, qui les faisait être plus grands d'une certaine manière. Donc, ils acceptaient l'austérité et la réduction de leur pouvoir d'achat et de tout ça, puisqu'au contraire, ils considéraient comme mesquin. Petit, le pouvoir d'achat et autres. Ils ne considéraient pas que c'était, comme aujourd'hui, d'avoir des milliards qui étaient d'être grands. Donc, ils considéraient que c'était être grand, c'était ça. Alors oui, il y a eu des gourous, oui, il y a eu des gens, justement, qui en ont, à partir du moment où c'était au-dessus du radar, qui en ont profité économiquement. Ça a été relancé par la machine économique, il y a eu les sectes, il y a eu les scandales, etc. Néanmoins, commencer à vivre en petite communauté, en essayant de vivre dans cette nouvelle économie, mais de la vivre positivement, spirituellement, en faisant comme une sorte d'exercice, moi, je crois que c'est la seule possibilité. Donc, c'est une invitation à sortir des radars et peut-être à renouer aussi avec l'exercice de l'écriture, qui est un exercice spirituel. Tout à fait. Par définition, avec succès. Merci Raphaël Diogé d'avoir été avec nous. Dans Développer, tac, générique de fin, c'est lancé. Développer, le podcast des humanités, vous a été présenté par l'ESCE, la Grande École du Commerce Extérieur et le groupe Omnes Éducation.